bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera une update lecture. Pour moi, je le tourne à peu près 5 minutes après que j'ai tourné le précédent, donc celui d'il y a une semaine pour vous. Et j'ai bon espoir d'en tourner un troisième, et comme ça je pourrai poster toutes mes vidéos en temps et en heure, et ça sera hyper cool. Bref, ça c'est une question d'organisation pour moi. Tout ça pour vous dire que potentiellement la luminosité risque de chuter drastiquement dans cette vidéo. Parce qu'il a beau être à peine 16h20, il pleut, il y a des nuages. Mais je vais essayer de faire au mieux, au pire j'allumerai la lumière. Bref, c'est parti. Le premier, et ça a été un échec total et je suis dégoûtée, c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Donc j'ai abandonné ce livre, si je dis que ça a été un échec, c'est parce que je l'ai abandonné. On va y suivre deux personnages qui discutent d'un certain Monsieur Hyde et qui te racontent des événements qui se sont déjà passés. Les questions d'une petite fille, on est dans une petite ruelle, c'est très bizarre et c'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire qu'on ne suit pas le personnage au moment où ça lui arrive, on est avec deux personnages qui discutent d'événements passés. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais pour moi dans ma tête ça ressemble à un roman gothique. Et après la lecture de ce livre-là, j'ai fait la liste de tous les romans gothiques que j'ai lus ou essayé de lire. Et franchement, de 1, il n'y en a pas des masses. Et de 2, que j'ai terminé, mais alors il doit y avoir un. Je crois que Dracula est considéré comme un roman gothique pour le côté manoir et tout. Et c'est le seul que j'ai terminé. De mémoire, c'est le seul que j'ai terminé. Tous les autres, j'y arrive pas. Donc je suis arrivée à la conclusion que le gothique, ce n'était pas pour moi, parce que Rebecca, qui est considérée comme un roman gothique, de Daphné du Maurier, si je dis pas de conneries, je l'ai abandonné. J'ai abandonné quoi d'autre, un récent aussi, Le Portrait de Dorian Gray. Alors celui-ci, mais ça n'a pas du tout été possible. Celui-ci, c'est pareil. Et dans chaque cas, ce qui me dérange, c'est qu'on est avec des personnages, soit qui divaguent sur ce qui pourrait arriver dans Rebecca, soit qui te racontent ce qui s'est passé, mais on n'est pas avec le personnage directement au centre de l'histoire. Là, on n'est pas avec Monsieur Hyde, on est avec deux personnages qui se baladent devant une maison chelou et qui te racontent ce qu'ils ont cru voir il y a 1 ou 2 ans et ce qui s'est à peu près passé vite fait avec une petite fille bizarre. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis désolée, mais ça m'intéresse pas. De 1, parce qu'ils t'expliquent bien que ce qu'ils racontent, ils sont pas sûrs que ce soit passé comme ça. Donc, c'était pas sûr, tu te tais, en fait. Enfin, c'est mon avis. Et de 2, parce que du coup, on a cette distance entre le personnage principal qui est dans le titre et nous. Et ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. C'est un truc que je supporte pas. Franchement, j'ai essayé exactement. En fait, ça m'a fait exactement la même sensation qu'avec Dorian Gray. Plus j'essayais et plus j'insistais, plus ça m'énervait et moins j'avais envie de lire. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Clairement, j'ai lu 25 pages. Ouais, c'est pas énorme, vous me direz. Mais franchement, j'y arrive pas, quoi. Vraiment, ce style d'écriture et cette manière de construire l'histoire et de... Je suis en train de chercher le nombre de pages. Et de nous présenter les faits, moi, ça coince. Moi, j'y arrive pas. Moi, ça passe pas. Moi, ça me plaît pas. Donc, je lis pas. Il fait 128 pages. Pour info. Le deuxième aurait pu être mieux, mais au final, c'était pas dingue. Bon, je l'ai fini quand même. C'est Le Cauchemar de l'épouvanteur, donc le tome 7 de Joseph Delaney. Et franchement, pour moi, c'est le moins bon jusqu'à présent. Alors même que le tome 1, ça n'a pas été ouf, mais franchement, celui-ci, ça a été pire que le tome 1. Donc ici, on retrouve Tom et l'épouvanteur. Pour ceux qui ne sauraient pas, tout au long de la saga, on découvre Tom qui est apprenti épouvanteur auprès d'un épouvanteur qui lui montre comment combattre les sorcières, les gnomes, les trucs un peu bizarres, un peu magiques et tout et tout. Il apprend ça et nous, on le suit dans son apprentissage. Donc, à la fin, dans le tome 6, ils n'étaient pas chez eux. Donc ici, au début du tome 7, avec l'épouvanteur, ils rentrent chez eux et ils découvrent que pendant leur absence, il y a des gens qui ont attaqué leur village, leur ville et leur région. Et donc, du coup, ils doivent de nouveau fuir parce qu'ils ne peuvent pas rester là. Ils trouvent refuge sur une île et ils vont plus ou moins combattre une sorcière. Voilà, plus ou moins, parce que franchement, c'était pas ouf. J'ai trouvé ce tome très lent et très long. Franchement, c'était long. Ce qui m'a vraiment gonflé, c'est que tout le tome, mais alors vraiment tout le tome, c'est incessant. L'auteur arrête pas de t'expliquer qu'ils vont pas y arriver, c'est trop compliqué, elle va les tuer, ils vont pas y arriver, c'est trop compliqué, elle va les tuer, ils vont... C'est bon, hein. Alors déjà, de 1, c'est le tome 7, il y en a 13, donc je suis pas débile, je sais qu'ils vont s'en sortir. C'est pas un gros spoil, hein, je suis désolée. Et de 2, t'as besoin d'insister autant sur un truc que je sais que ça va pas arriver en fait. Franchement, ça m'a gonflé.
Si ça avait été le dernier tome, ça m'aurait mis le doute en mode non, il va pas faire ça pour la fin, il va pas faire ça à ses personnages pour la fin. Mais c'est pas la fin. Donc en fait, même si je veux bien croire, enfin même si j'arrive à croire par le plus grand des miracles qu'il tue son personnage principal dans le tome 7, il y a 4 tomes derrière. 5 tomes derrière même. Qu'est-ce qu'il va faire en 5 tomes s'il tue Thomas maintenant? Ou l'épouvanteur maintenant? Il n'y a plus d'histoire s'il tue l'un des deux. Parce que s'il tue Thomas, bah, il n'y a plus d'histoire parce qu'il n'y a plus d'apprenti, donc ça ne sert à rien. Et s'il tue l'épouvanteur, bah, l'apprenti il ne peut plus apprendre, donc il n'y a plus d'histoire non plus, quoi. Donc à aucun moment j'ai cru qu'il y en a un des deux qui allait mourir en fait. Gravement blessé si tu veux, enlevé si tu veux, mais pas tué, c'est pas vrai. Donc au bout d'un moment, ce principe-là, ça m'a gonflé. Vraiment, j'étais là, mais c'est pas possible en fait. Donc voilà, je lirai quand même la suite, mais franchement, ça a été un tome extrêmement long. J'ai eu énormément de mal à aller au bout. J'ai été au bout, je lirai la suite en espérant que ça aille mieux. Ça reste une bonne saga, mais celui-là, bon, voilà, ça a été compliqué. Je lis toujours, enfin j'écoute toujours Old Friend de Ben Rector en lisant cette saga. Et voilà. Donc, comme prévu, je me rends compte que c'était très sombre, donc je suis désolée si la fin de mon avis sur l'épouvanteur a été un peu dans le noir. Ensuite, on passe à mes lectures du mois de novembre, et donc j'ai commencé avec Poule, Renard, Vipère, le tome 3, Célis, de Paul Ivoire, et ça, c'était cool, ça, j'ai adoré. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers tomes dont j'ai parlé sur la chaîne, j'essaierai de vous retrouver les 2 précédentes lectures dans lesquelles j'ai parlé de Zora, le tome 1, et... non, Albin, le tome 1, et Zora, le tome 2. Voilà, si ça vous intéresse, comme ça. Je crois que je ne l'ai pas précisé, mais on n'a pas une histoire par tome, on a vraiment la même histoire du début du tome 1 à ce tome 3 là, et j'ai vachement aimé. On suit toujours donc nos 3 personnages principaux, à savoir Albin le poussin, Zora la renardo et Célis le vipro. Donc, renard vipère, tout ça, voilà. Et on a toujours donc ces 3 personnages là qui essayent de montrer à leur espèce que oui, ils sont des ennemis innés, enfin depuis toujours, mais c'est pas pour ça qu'ils sont obligés de rester ennemis et de s'entretuer les uns les autres. Et ils essayent aussi de combattre les méchants de chaque espèce pour éviter que les gens ils tuent tout le monde en fait. Hein. Voilà. J'adore cette saga, vraiment, c'est hyper cool. Pour les enfants, c'est génial. Il y a des illustrations, franchement, c'est hyper top. Voilà, donc il y a des petites illustrations comme ça. Je sais pas trop ce que vous voyez. Et il y en a des plus grandes, je vais essayer de vous en trouver une. Là, comme ça. Voilà. C'est en noir et blanc, mais franchement, c'est top. J'adore cette saga, ça se lit hyper facilement. C'est hyper fluide, c'est top. Vraiment, j'adore cette saga. Pour les plus jeunes, ça doit être génial. C'est chez Pulp Fiction. Je sais pas à partir de quel âge c'est, mais genre 8-10 ans, sans problème. Enfin, selon moi, hein. Après, je suis pas non plus professionnelle là-dedans. Mais voilà, franchement, c'est top. Vraiment, pour les enfants, ça doit être génial. Et moi qui adore la jeunesse, et la jeunesse bien écrite et bien construite, et ben j'ai adoré cette saga. Je suis dégoûtée de l'avoir finie. Il faut absolument que je me renseigne sur ce qu'a écrit d'autres Paul Ivoire, parce que je veux lire autre chose. Et je vais aussi découvrir, essayer de découvrir d'autres livres de chez Pulp Fiction, parce que j'avais jamais lu des livres de cette maison d'édition avant cette saga. Et franchement, j'ai adoré. Donc, je vous la conseille. Et j'écoutais Miracle Fix de Thomas Rhett en lisant cette saga. Et enfin, pour finir cette update lecture, ça va me tuer le bras. Donc, j'ai lu Da Vinci Code de Dan Brown. Et je sais que c'est un livre hyper aimé, hyper apprécié, que tout le monde dit que c'est génial et blablabla. Mais moi, j'ai pas aimé en fait. J'ai pas été au bout non plus parce que franchement, je m'ennuyais. Je suis désolée, mais je m'ennuyais. Donc le livre démarre quand le conservateur, c'est hyper long, je suis désolée, quand le conservateur du Louvre se fait tuer. En gros, il protège un secret, il refuse de répondre au gars qui vient dans le Louvre. Du coup, le gars le bute, le tue, et avant de mourir, il va laisser toute une série d'indices pour que les gens essayent de... Enfin, que le secret ne se perde pas et que des gens puissent récupérer ce qu'ils savaient. Donc on va suivre ça. Ce qui m'a dérangé de 1, c'est qu'on n'a même pas d'enquête de police. On a quand même quelqu'un qui s'est fait tuer et on n'a pas d'enquête de police à proprement parler parce que le lieutenant de police ou le capitaine, je sais plus, chargé de l'enquête a déjà décidé qui avait tué et donc il veut juste prouver que c'est lui. C'est pas une enquête, hein, c'est juste c'est lui et je cherche que c'est lui. Qu'il faut absolument pas faire dans une enquête, qu'elle soit scientifique ou pas, parce que c'est comme ça que tu fais les pires erreurs ever. Mais c'est pas grave,
donc on n'a pas d'enquête. Et en plus de ça, on nous rabâche les mêmes choses, mais alors d'une puissance. En fait, on va principalement suivre un Américain suspecté du meurtre et une meuf qui travaille, enfin une femme qui travaille dans la police scientifique. Elle fait partie du service qui décode les codes, donc c'est pour ça qu'on l'appelle. Et elle va être, on va découvrir plus tard qu'elle n'est pas totalement là par hasard non plus, et que c'est pas elle qui a débarqué par hasard non plus. Et donc voilà, on va suivre ces deux-là qui essayent de fuir à la police tout en menant l'enquête. On a parallèlement une espèce de secte religieuse qu'on suit. Et c'est tout en fait. Et j'ai lu, là vous vous dites, mais Audrey, t'as pas été plus loin, fallait aller plus loin. Ouais, fallait aller plus loin. En attendant, j'ai quand même lu presque 200 pages quoi. Donc je veux bien, mais à un moment donné, je me fais chier quoi. Je suis désolée, je me fais chier. En plus de ça, le personnage principal féminin, je regarde derrière comme si le résumé il allait m'aider. Bref, elle a pas de. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Elle a un secret et elle passe tout le temps à t'expliquer que sa vie s'est transformée le jour où elle a découvert ça, qu'elle ne peut pas pardonner, que franchement c'était horrible à voir, que tu te rends pas compte de ce qu'elle a vécu, que franchement c'était la fin du monde. Mais elle nous dit pas c'est quoi en fait. Et moi ça me gonfle, à part me répéter en boucle que c'est de la merde et que ça va pas, bah c'est tout ce qu'elle fait. Et au bout d'un moment, franchement, sincèrement, ça m'a gonflé. Et puis alors l'édition, on en parle ou pas? Alors certes, c'est un très beau format, c'est très cool, on a des illustrations. Voilà, franchement, c'est très joli. Hein. Mais de un, les illustrations et les photos n'apportent pas des masses de trucs. Et de deux, on était obligé de faire un livre carré, absolument pas pratique à lire. Je crois pas en fait, enfin, c'est juste pas pratique à lire. C'est ça qui m'énerve aussi avec les belles éditions des livres comme ça, c'est que certes elles sont jolies, certes elles font bien dans la bibliothèque, et certes c'est cool de les avoir, mais le principe de base d'un livre, bah, c'est d'être lu en fait. Et là, en l'état, c'est pas pratique pour le lire en fait. Donc voilà, je suis désolée, je sais que c'est l'un des monuments de la littérature, que tout le monde l'adore, que tout le monde le kiffe, que même des gens qui lisent pas beaucoup, voire pas du tout, l'ont lu et l'ont adoré. Et bien avec moi, ça ne l'a pas fait. Hein. Je suis désolée, mais non. Voilà. Bon, on dirait qu'il fait nuit, c'est n'importe quoi, je suis désolée, vraiment, j'espère que la luminosité, ça aura été. Je ferai ce que je peux au montage, mais je ne garantis rien, vraiment, je suis dégoûtée. Quoi. On est en plein milieu de l'après-midi et il fait nuit. Bref, j'espère que ça vous a quand même plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.